Elle livrait des colis, il dirigeait une multinationale, jusqu'au jour où leurs mondes se croisent. À Lyon, les matinées d'hiver ont une façon bien à elles de vous rappeler que la vie n'est pas faite pour les gens frileux. Il est 6h10, quai du Rhône. Le ciel est encore noir. Le vent passe entre les immeubles. Les lumières oranges éclairent des trottoirs presque vides. Devant un petit immeuble défraîchi, Maëlys Bernard ajuste sa doudoune, équilibre une boîte de chaussures d'enfant, un sac de sport, son sac à dos, et appelle dans l'escalier. « Lina, c'est maintenant ou jamais. Le monde ne va pas se livrer tout seul. » Une tête bouclée apparaît en haut des marches. J'arrive. La petite descend en sautant les marches 2 par 2, sac d'école sur le dos, écharpe bien trop grande autour du cou. Elle a 6 ans, 2 dents en moins devant, et une énergie qui défie les lois de la physique. « Tu as pris ton cahier rouge ?» demande Maëlys. « Oui. » « Ta gourde ?»« Oui. » « Ton doudou pour la sieste ?»« Je suis grande. J'en ai plus besoin. » proteste Lina. Maëlys lui lance un regard qui veut dire « Je connais la vérité. » « Et il est où alors ?»« Dans mon sac, » murmure Lina. Elles rient toutes les deux. Maëlys a 33 ans. Les cheveux châtains attachés en queue de cheval rapide, le regard vif et un peu fatigué. Elle est mère célibataire depuis que le père de Lina est parti pour réfléchir et n'est jamais vraiment revenu, si ce n'est pour envoyer un message à Noël de temps en temps. Elle ne parle plus de lui, pas devant Lina. Sa vie, ces dernières années, s'est résumée à une équation simple et brutale. Temps égal, argent égal loyer payé et assiette pleine. Elle a essayé le ménage, la caisse, l'intérim. Finalement, c'est la livraison de colis qui a pris. Un CDD renouvelé, puis un CDI à temps plein, chez Speedbox, un gros sous-traitant logistique, une camionnette blanche, un terminal portable, des rues à avaler. Ce qu'elle aime dans ce boulot, être dehors, bouger, croiser des vies. Ce qu'elle aime moins, les horaires impossibles, les clients agressifs et la sensation permanente d'être à 2 doigts du burn-out. Mais elle ne le montre pas à Lina. « Allez, dit-elle, on descend. On dépose la princesse à l'école, et après maman se transforme en super livreuse. Tu devrais avoir une cape pour ça, commente Lina très sérieusement. Je vais y penser, répond Maëlys. Mais déjà, si j'ai un café, ce sera bien. De l'autre côté de la ville, dans un immeuble de verre qui domine la Part-Dieu, une autre journée se lève. Au dernier étage de la tour, les stores motorisés se relèvent en silence, dévoilant une vue panoramique sur Lyon, les toits, les collines, les fleuves, les grues. Dans un bureau aux lignes minimalistes, Julien Armand remonte la manche de sa chemise pour jeter un œil à sa montre, 6h45. Il est là depuis une demi-heure déjà. Sur le mur, 3 écrans affichent des courbes, des chiffres, des cartes du monde, avec des points lumineux indiquant les hubs logistiques de son groupe. Next World Global, multinationale spécialisée dans les technologies vertes appliquées à la logistique, optimisation des trajets, véhicules électriques, entrepôts connectés, réduction d'empreinte carbone. Un géant, coté en bourse, présent sur 3 continents. Julien en est le PDG Europe. 42 ans, costume anthracite, allure maîtrisée, réputation de cerveau brillant et intraitable. Les journaux économiques l'adorent, les syndicats un peu moins. On dit de lui qu'il pense en tableur, qu'il voit la carte du monde comme un grand système qu'il faut fluidifier. Lui, parfois, se dit qu'il est juste un type qui essaie de ne pas refaire les erreurs de son père, qui a cramé sa santé dans le boulot pour finir par mourir d'un infarctus à 51 ans. Ce qu'on oublie souvent dans les articles, c'est qu'il est aussi père célibataire. Une sonnerie de réveil stridente se fait entendre dans la pièce voisine du bureau. Julien grimace, laisse ses graphiques, traverse un petit salon, ouvre une porte. Dans une chambre décorée de planètes et de fusées,
Un garçon de 8 ans grogne sous la couette. Théo, levé. On n'a dit pas de négociation le matin, tu te souviens? Un œil apparaît, puis l'autre. J'ai mal au ventre, tente Théo. Julien s'assoit au bord du lit. Est-ce que tu as mal au ventre du côté « je n'ai pas envie d'aller à l'école » ou du côté « docteur, hôpital, urgence » Théo réfléchit une seconde. École. Julien sourit malgré lui. Alors, mauvaise nouvelle, le docteur spécialisé dans « j'ai pas envie » a dit que la meilleure solution, c'était d'y aller quand même. Il prononce ces phrases avec douceur. Il n'a pas toujours été comme ça. Les premières années après la mort de Camille, la mère de Théo, il était perdu, absent, englouti dans le travail. Un accident de voiture, un soir de pluie, alors que lui était en voyage d'affaires à Berlin. La culpabilité a été comme un manteau de plomb pendant longtemps. C'est Théo qui l'a ramené peu à peu à la surface. Théo, ses crises d'angoisse la nuit, ses questions trop grandes, son besoin de savoir qu'au moins un adulte restait là. Alors Julien a commencé à dire non à certains voyages, à aménager son agenda. Pas assez, selon lui, mais plus qu'avant. « Tu viens me chercher ce soir ?» demande Théo. « Oui », répond Julien sans hésiter. Promis. Il se fait un point d'honneur à ne plus utiliser « on verra » avec son fils. Il sait que, dans la tête d'un enfant, « on verra » veut souvent dire non. Après avoir déposé Théo à l'école privée du quartier, il file au siège de Next World, au planning aujourd'hui. Réunion avec les investisseurs, entretien avec un ministre sur un projet ville durable et un point sur la division livraison, celle qui travaille justement avec des sous-traitants comme Speedbox. Un des slides qu'il verra en fin de journée mentionnera, en 3 lignes, pression sur les coûts, réflexion sur l'automatisation, réduction du nombre de livreurs humains d'ici 3 ans. Pour lui, à cet instant, ce ne sont que des chiffres, des projections. Il ne sait pas encore qu'un de ces livreurs a un prénom, un rire, une petite fille qui veut qu'elle porte une cape. Il ne sait pas encore qu'il va la rencontrer. Il est 18h15, quand la journée de Maëlys commence vraiment à ressembler à un marathon en fin de course. Sa camionnette blanche sent le carton, le café froid et un vieux sapin magique vanille. Le terminal bip à chaque colis scanné. Elle a livré en vrac des livres, des coques de téléphone, des paires de baskets, un mixeur, un énorme carton de croquettes pour chiens. Vous pouvez me le monter au 4e sans ascenseur. Évidemment, monsieur. Lina est chez la voisine, Madame Kader, qui la garde les soirs où Maëlys finit tard. Elles ont un système. En échange, Maëlys lui apporte parfois des courses lourdes, lui change une ampoule ou l'emmène à ses rendez-vous médicaux. Il lui reste encore une poignée de colis sur son planning quand le terminal affiche une adresse qui la fait tiquer. Next World Global, Tour Horizon, 32 étages. Colis, personnel, confidentiel, livré en main propre à J. Armand. Avant, 19-0. Évidemment, murmure-t-elle. Le PDG en dernier. Elle grimpe dans la tour, badge provisoire autour du cou. Le hall est immense, marbre brillant, réceptionniste impeccablement coiffée. Elle a l'impression d'avoir de la poussière incrustée jusque dans les sourcils. « Livraison pour Monsieur Armand », annonce-t-elle. « Vous avez un numéro de bureau ?» demande l'hôtesse avec un sourire poli. PDG Europe, lit-elle sur son terminal. Ça doit être quelque part là-haut. Dernier étage, répond l'hôtesse en lui donnant un badge. Ascenseur de gauche. L'ascenseur est silencieux, rapide, trop luxueux pour quelqu'un qui a passé la journée à porter des cartons. Elle regarde son reflet. Cerne, mèche qui s'échappe de son élastique. Veste de travail avec le logo Speedbox. On dirait que je viens livrer des frites, pense-t-elle. Au 32,
Les portes s'ouvrent sur un open space lumineux, murs blancs, plantes vertes parfaitement arrosées. Une assistante se lève. « Bonjour, vous avez une livraison pour Monsieur Armand, en main propre. Je vais voir s'il est disponible. » Elle disparaît, revient avec un air un peu gêné. Il est en visioconférence pour encore 20 minutes. Vous pouvez le laisser ici, je lui transmettrai. Maëlys soupire intérieurement. En main propre, signature obligatoire. Je suis désolé, dit-elle. Je dois avoir sa signature. C'est noté dans mon terminal. Sans ça, on me tombe dessus. L'assistante hésite, jette un coup d'œil vers le bureau vitré au fond, où on voit vaguement une silhouette qui marche en parlant. Je vais lui demander, d'accord, attendez là. 20 minutes plus tard, Maëlys est toujours debout avec son colis dans les bras. Ses pieds la lancent. Elle pense à Lina, à Madame Kader, à l'heure qui tourne. La porte du bureau s'ouvre enfin. Julien sort, sans cravate, chemise retroussée, regard concentré. « C'est vous la livraison hyper urgente ?» lance-t-il, visiblement agacée. Le ton lui hérisse les poils aussitôt. Elle se redresse. « Je suis la personne qui porte le colis, oui. Pour la livraison hyper urgente, c'est vous qui savez. » Il cligne des yeux, surpris par la réponse. « Vous pouviez le laisser à l'accueil, non? J'étais en réunion. » Votre système dit « en main propre », réplique-t-elle en lui montrant son terminal. Si je repars avec sans votre signature, je prends un rapport. Donc non, je ne pouvais pas juste le laisser. Il prend le colis, scanne rapidement l'étiquette du regard. Théo, cadeau anniversaire. Il se crispe un peu. Il avait effectivement demandé une livraison avant vendredi. On est jeudi soir. Dans sa tête, la journée l'a tellement pressé qu'il a oublié la date. Ce colis devait être livré ce matin, non? Demande-t-il sur la défensive. Maëlys sent la colère monter. La phrase, elle l'entend 20 fois par jour. Ce colis devait être scanné lundi dans un entrepôt en Allemagne. Corrigera-t-elle plus tard, mais pour l'instant, elle se contient. Il devait, oui, souffle-t-elle, sauf qu'il a été déchargé en retard, qu'on nous a collé un spécial à livrer absolument aujourd'hui, alors que j'avais déjà 80 colis. Je fais ce que je peux. Je ne suis pas magicienne, je suis livreuse. Il la fixe, surpris par la franchise. Dans son monde, on ne lui parle pas beaucoup sur ce ton-là. Je suis juste, pressé, concède-t-il. C'est pour mon fils. Son anniversaire est demain. Et il se coupe. Elle le regarde, voit dans sa crispation quelque chose de plus humain que le simple agacement d'un client exigeant. Elle soupire. « Je comprends. Moi aussi j'ai... » Elle s'arrête, se reprend. « Bref, vous signez où, s'il vous plaît ?» Il signe sur le terminal, un peu plus calmement. « Merci d'être venu jusqu'ici, » dit-il après une seconde. « Désolé de vous avoir fait attendre. » Elle lève les yeux vers lui, un peu étonnée par l'excuse. « Merci de l'avoir dit. »« Ça n'arrive pas souvent, » répond-elle simplement. Elle tourne les talons, repart vers l'ascenseur. Julien la regarde s'éloigner, silhouette déterminée, chaussures usées, veste logotée. Un truc le frappe soudain. Sur le dos de sa veste, sous le logo Speedbox, on distingue une petite tache de peinture bleue en forme de cœur. Un détail. Mais il se surprend à se demander d'où elle vient. Grâce à elle, le cadeau arrivera à temps dans les mains de Théo, qui le déballera le lendemain en poussant un cri de joie. Julien ne se rend pas encore compte qu'il doit une partie de ce sourire à cette femme qui a refusé de déposer son colis à l'accueil. Il ne sait pas encore qu'il va la recroiser ailleurs. Dans un endroit où il n'aura plus son costume de PDG comme armure. Le lendemain après-midi, devant l'école de Théo, la cloche sonne. Les parents se massent devant le portail. Julien, lui, regarde sa montre. Pour une fois, il est pile à l'heure.
Il reçoit un mail sur son téléphone, le lit en diagonale, proposition de plan social dans une filiale logistique. Optimisation des coûts, réduction de 20% du recours aux livreurs salariés, développement de l'auto-entrepreneuriat. Il fronce les sourcils. On en parlera en comité, se dit-il. Le portail s'ouvre. Les enfants sortent en courant. Papa, Théo se jette sur lui. Tu es venu, promis non? Tu viens au goûter d'anniversaire demain? Julien hésite une seconde. Il avait une conférence par visio prévue, un rendez-vous avec Londres. Mais devant les yeux de Théo, le choix est vite fait. Oui, je serai là. Il quitte la cour, un sac de cadeaux à la main. Il croise une petite fille inconnue qui marche en tenant la main d'une femme que Julien reconnaît aussitôt. Veste speedbox, cheveux attachés. C'est elle, Maëlys. Elle aussi le reconnaît, à son tour. Lina lâche la main de sa mère pour courir vers Théo. « Hé, je te connais, toi. On était ensemble à la cantine », s'écrie-t-elle. Julien et Maëlys échangent un regard un peu incrédule. « Vous habitez dans le quartier ?» demande Julien. « Non », répond Maëlys. « On vient juste d'emménager plus loin. Lina a été transférée ici cette semaine. C'est sa 3e école en 3 ans. Elle le dit presque en s'en excusant, comme si c'était une faute. Changer d'école quand on cherche des loyers qu'on peut payer, c'est comme changer de trottoir quand il y a un chantier. Mais les enfants, eux, le vivent parfois comme un déracinement. « Je suis Julien », dit-il, le père de Théo. Maëlys se présente T.L. Elle jette un coup d'œil vers lui. Sans costume, en jean, il a l'air moins lisse, plus accessible. « Merci encore pour le colis hier », ajoute-t-il. C'était important pour lui. Il désigne Théo qui tient une boîte de Lego contre lui comme un trésor. Un sourire sincère se dessine sur le visage de Maëlys. « Alors, ça va », dit-elle. « Ça valait le coup de me faire engueuler à moitié. » Il grimace. « Je mérite ça. J'ai été désagréable. » « Vous étiez juste un client pressé, » répond-elle. « J'en vois 30 comme vous par jour. » Elle hausse les épaules. Ce qui est rare, c'est ceux qui s'excusent après. Elle tient toujours Lina par la main, prête à partir. On sent chez elle une sorte d'urgence permanente. L'heure, les courses, la fatigue. « Bon, je file, » dit-elle. « Je commence tôt demain. Vous travaillez aussi le samedi ? » « Je travaille surtout le samedi, » corrigeait-elle avec un petit sourire. Les gens commandent plus de trucs quand ils sont chez eux. Ils se séparent. Théo et Lina se retournent encore une fois pour se faire un signe. 2 mondes viennent de se toucher, juste du bout des doigts, sans savoir qu'ils vont bientôt s'en mêler bien plus que ça. Les semaines suivantes, les croisements devant l'école deviennent plus fréquents. Le matin, parfois, Maëlys lâche Lina en courant presque, la tenue de travail déjà sur le dos. « J'ai le dépôt à 7h30, je suis à la bourre », explique-t-elle à la maîtresse en déposant sa fille. « Vous tenez le coup ?» demande la maîtresse, compatissante. « On fait comme on peut », répond Maëlys avec un sourire. Le soir, Julien est là plus souvent qu'avant. Il a bloqué 3 soirs par semaine sur son agenda. Indisponible, école Théo. Au début, son assistante a demandé « C'est un rendez-vous avec qui ?»« Avec mon fils ?» a-t-il répondu. Ce qui, pour moi, vaut bien n'importe quelle réunion. Devant le portail, il finit par s'habituer à voir Maëlys. Un jour, Lina sort en courant, un dessin à la main. « Regarde, maman, c'est moi et toi sur la camionnette. » Maëlys regarde. 2 bonhommes bâtons sur un rectangle blanc, avec un petit cœur bleu sur le côté. « C'est très réaliste, » commente-t-elle. « Tu as même dessiné la tache de peinture. »« Je savais, » murmure Julien à côté, amusé. Elle se tourne vers lui. « Vous avez l'œil. C'est difficile de rater un cœur bleu sur une veste rouge, » répond-il.
Il se sourit. Les enfants, eux, ont déjà leur propre conversation. Tu peux venir à la maison demain? Demande Lina à Théo. Je ne sais pas, répond Théo. Faut voir avec mon père. Papa, je peux aller chez Lina? S'écrie Théil aussitôt. Julien se tourne vers Maëlys, un peu pris de court. On peut s'arranger, propose Théel. Mais je finis à 10 à 9 heures demain. C'est un peu tard. Je peux les récupérer chez vous vers 10 à 8 heures, propose Julien. Ils jouent, je les garde, et quand vous rentrez, vous les récupérez. Elle hésite, elle ne le connaît pas vraiment. À part comme PDG, pressée d'une multinationale, qu'elle a vaguement googlé une nuit d'insomnie pour voir à quoi ressemblait ce Next World Global, écrit sur le colis. Mais Lina, à côté d'elle, a ce regard suppliant que les enfants ont inventé pour court-circuiter le bon sens des parents. « S'il te plaît, maman. »« D'accord, » tranche Maëlys. « Mais tu m'envoies ton adresse, dit-elle à Julien. Et si elle n'est pas là à 18h30 quand je sors du dépôt, je viens sonner chez toi avec ma camionnette. » Il rit. Message reçu. Le mercredi suivant, Julien découvre le chaos joyeux que 2 enfants peuvent semer dans un appartement pourtant très organisé. Son grand salon, habituellement minimaliste, se retrouve envahi de crayons, de Lego, de poupées, de fusées. Théo et Lina construisent une base spatiale sur une autre planète où les adultes ne décident pas de tout. « Tu travailles où, ton papa ?» demande Lina à Théo. « Dans une grande tour avec des ordinateurs, » répond Théo. « Il fait bouger des camions partout dans le monde. »« Waouh !» fait Lina. « Et toi, tu travailles où ?» demande Théo. « Moi, je suis à l'école, » répond-elle. « Mais ma maman, elle travaille dans une camionnette. Elle est trop forte pour trouver les adresses, même quand c'est écrit mal. » Julien, qui entend depuis la cuisine, sourit en coupant des pommes. Quand Maëlys arrive, un peu après 10 à 9 heures, les cheveux attachés à l'arrache, il y a de la sauce tomate sur sa manche. Elle s'excuse presque d'exister. « Je suis désolé, il y a eu un contretemps, un client qui n'était pas là, j'ai dû repasser. » Et elle s'interrompt en voyant la scène. Les enfants jouent, Théo lui montre fièrement un dessin où ils sont tous les deux sur une fusée. « Ça a l'air d'aller, » dit Julien. « Je les ai nourris, promis. Ce n'est pas du 3 étoiles, mais ils ont mangé. »« Vous n'étiez pas obligés, » s'exclame-t-elle. « Si je ne nourris pas mon fils et votre fille, je crois qu'ils m'auraient mangé, eux. » Elle rit, soulagée. « Merci, vraiment. » Elle regarde autour d'elle. L'appartement est beau, sans être ostentatoire. On sent le goût du design, mais aussi des traces de Théo, un livre de bande dessinée laissé ouvert, une chaussure qui traîne. « Je ne pensais pas que vous... » cuisinerie, avoue-t-elle. « Je ne suis pas très doué, mais j'ai survécu jusqu'ici, » répond-il. « Et Théo est toujours vivant. C'est bon signe. » Elle hoche la tête, puis se raidit un peu. « Je dois vous dire un truc, » ajoute-t-elle. « Je ne suis pas super à l'aise avec l'idée de dépendre de la gentillesse des gens. »« Je ne vous rends pas service, Maëlys, » répond-il. « On s'entraide. Nos enfants s'entendent bien. C'est agréable. » Il marque une pause. « Et moi aussi, ça me fait du bien de voir quelqu'un qui connaît la ville autrement que par des vues aériennes. » Elle fronce légèrement les sourcils. « Des vues aériennes ? Oui, » explique-t-il. « Dans mon boulot, on voit les choses en grande échelle. Flux, carte, volume. Parfois, j'oublie que derrière chaque point sur la carte, il y a quelqu'un qui essaie juste de finir sa journée et de rentrer chez lui. » Elle le regarde plus attentivement. « Vous dirigez quoi, exactement, là-haut dans votre tour ? » « Next World Global. La division Europe, » précise Théil. Elle cligne des yeux. « Next World. La même Next World qui sous-traite à Speedbox. » « Oui, » reconnaît-il. Elle laisse échapper un petit rire incrédule. « Donc, vous êtes, en gros, le boss du boss du boss de mon boss. » Dit comme ça,
Ça fait peur. Concède-t-il. Un peu, oui, répond-elle. Elle se renfrogne un instant. C'est vous, alors, qui décidez qu'on doit livrer 3 rues différentes en 10 minutes, qu'on n'a pas le temps d'aller aux toilettes, et que si un colis n'est pas livré à l'heure, on prend un avertissement? Il se fige. Je ne décide pas des tournées dans le détail, se défend-il. Mais vous validez les objectifs, insiste-t-elle. Il ne répond pas tout de suite. Touché. Une tension légère s'installe. Les enfants, heureusement, viennent briser le moment. « Maman, regarde! On a construit un vaisseau. » Maëlys laisse tomber pour l'instant. Elle sait qu'elle va y repenser. Lui aussi. Quelques jours plus tard, c'est Julien qui fait le premier pas. Il envoie un message à Maëlys. « Mercredi prochain, je dois visiter un dépôt Next World à Saint-Priest. Je peux te déposer au travail si tu veux. Comme ça, tu n'as pas à courir pour le bus. » Elle hésite, puis répond. « D'habitude, c'est moi qui conduis les gens. Mais je prends. Merci. » Dans la voiture, ce mercredi-là, elle découvre un Julien différent de celui de la tour. Ils laissent Théo à l'école avec un geste tendre, puis ils prennent l'autoroute en direction de la zone industrielle. « Tu viens voir ce que vous faites avec nos dos ?» lance T.L., mi-moqueuse, mi-sérieuse. « Je viens voir comment on peut améliorer les choses. » Enfin. « J'espère, » dit-il. Au dépôt, il passe son gilet jaune, serre des mains, écoute les responsables parler de flux, de délais, de KPIs. Mais, cette fois, il regarde aussi les chauffeurs, les préparateurs, les livreurs. Il regarde Maëlys prendre son terminal, scanner les colis, s'asseoir dans la camionnette. « Tu veux monter voir à quoi ça ressemble ?» propose-t-elle. Il hésite, puis grimpe côté passager. « Je peux faire un bout de tournée avec toi ?» demande-t-il. Elle le dévisage. « Vous avez vraiment le temps ? On dira que c'est de l'étude de terrain. » Le responsable du dépôt, un peu pâle à cette idée, essaie de protester, mais Julien tranche. « C'est bon. Si on ne peut pas suivre une tournée, c'est qu'il y a un problème. » Ils partent. Première adresse. Un immeuble sans ascenseur, 4 étages. Deuxième, un résident absent, avis de passage, appel téléphonique. Mais j'avais mis livraison entre 9h et 10h. S'insurge le client. Julien observe tout, silencieux. Note mentalement le temps que prennent les choses, les imprévus. Au bout d'1 heure, il commence à masser sa nuque. « Tu fais ça combien d'heures par jour ?» demande-t-il. « Officiellement, 35, répond-elle. « Et officieusement, 45, 50. Ça dépend. Et tu es payé pour combien ?»« 35, répète-t-elle. Il se tait. « Et si tu ne finis pas ta tournée ? C'est simple. Tu reviens plus tôt, mais le lendemain tu as encore plus de colis. Et si ça se répète, on te dit que tu n'es pas assez efficace. » Elle ne joue même pas sur le ton dramatique. Elle dit ça comme on énumère une recette. À midi, il s'arrête sur un parking pour manger un sandwich. « Tu n'as pas de pause officielle ?» demande-t-il. « Si. Mais si je la prends vraiment, je finis plus tard. Alors je grignote entre 2 adresses. » Il secoue la tête, pensif. Pour lui, jusqu'ici, tout ça était des lignes dans un rapport. Optimisation tournée, marge de progression productivité, ratio colis, livreur. Là, c'est un corps, une femme, une fatigue, une petite fille qui l'attend à la maison. Une phrase de Maëlys, ce jour-là, restera coincée quelque part dans sa tête. Vous savez, je ne demande pas la lune, juste qu'on arrête d'oublier qu'on est des humains, pas des drones. Ce n'est pas une révolte, c'est une simple demande de reconnaissance. Et ça le travaille bien plus qu'il ne veut l'admettre. Le changement ne vient jamais sans friction. Alors que Julien commence à se demander comment améliorer le système, d'autres forces se mettent en marche. Au siège européen,
Les actionnaires pressent pour des résultats encore meilleurs. Les concurrents annoncent des plans ambitieux de robotisation des dépôts, de véhicules autonomes. Un matin, en comité de direction, la directrice financière projette un slide. Plan Horizon 2028. Automatisation progressive de la chaîne de livraison. Objectif, réduire de 30% les coûts de main-d'œuvre sur le dernier kilomètre. Sous le slide, 3 mots qu'il a déjà vus. Externalisation, auto-entrepreneur, optimisation. Julien sent son estomac se nouer. Concrètement, ça veut dire quoi? Demande T. Il. À court terme, répond-elle. Moins de livreurs salariés chez nos sous-traitants. Plus de recours à des indépendants qu'on paye à la tâche. À moyen terme, test de robots de livraison dans certaines zones. Et les livreurs actuels, ils pourront devenir auto-entrepreneurs. Elle dit ça comme on parle d'une opportunité. Julien se revoit dans la camionnette de Maëlys, ses mains sur le volant, ses sourires fatigués, Lina sur un dessin. « Tu te rends compte de ce que tu proposes ?» Lance T-il. « Je propose de garder Next World compétitif, » répond-elle. « Si on ne s'adapte pas, on se fera dépasser. » Les autres membres du comité, pour la plupart, acquiescent. Pour eux, ce sont des chiffres, des courbes, des marges. Julien, pour la première fois, n'arrive pas à ne voir que ça. « Je veux un plan d'accompagnement concret pour les livreurs, » dit-il. Formation, reconversion, garantie d'un revenu minimum pendant la transition. « Ce ne sont pas nos salariés, » objecte la directrice financière. « Ce sont ceux des sous-traitants. Mais ils travaillent pour nous, » insiste-t-il. « Pour nos clients, notre image. » Julien, intervient le président du conseil. « Tu prends ça trop à cœur. On ne peut pas porter toute la chaîne sur nos épaules. Ce n'est pas notre modèle. » La discussion se tend. On vote un compromis temporaire. Lancement d'un projet pilote dans 2 régions, avec un volet social minimal. Julien sort de la salle avec un goût amer dans la bouche. Le soir, il en parle à Maëlys. Ils se retrouvent au parc, les enfants sur une aire de jeu. Ils veulent quoi, au juste? Demande TL, assise sur le banc. Moins de coups, plus de machines, résume T-il. Et nous on veut quoi? Tu crois? Je commence seulement à le comprendre, répond-il. Elle le regarde, sérieuse. On veut pouvoir payer notre loyer, acheter des chaussures à nos gosses, ne pas finir cassé à 45 ans. On veut être fatigué, pas broyé. Elle inspire profondément. J'ai mis du temps à trouver un CDI, Julien. J'ai fait des nuits, du noir, des jobs que personne ne veut. Je ne peux pas revenir encore au mode « tu es ton propre patron », alors que ça veut juste dire « tu n'es protégé par rien ». Il hoche la tête. Je sais. Et je ne veux pas ça pour toi. Pas que pour moi, corrige-t-elle. Pour tous ceux qui ne te croiseront jamais au portail de l'école. La phrase est dure, mais juste. Il le sait. 1 semaine plus tard, une rumeur commence à circuler au dépôt. Speedbox perdrait une partie de ses contrats au profit d'une nouvelle plateforme plus flexible. Concrètement, moins de garanties, plus de précarité. Maëlys sent la boule d'angoisse familière se reformer dans son ventre. « On va encore trinquer », murmure TL dans le vestiaire. « On est habitué », répond une collègue. Mais elle, à l'intérieur, est fatiguée d'être habituée. Le coup de massue arrive un lundi matin. Réunion improvisée dans un coin du dépôt. Le responsable lit un communiqué. La direction de Speedbox nous informe qu'en raison de la réorganisation des contrats avec Next World, certains postes vont être réévalués. Traduction, des fins de contrat, des baisses d'heures, des propositions d'indépendance. En rentrant chez elle ce soir-là, Maëlys est vide. Lina lui parle de son exercice de maths, de la maîtresse, de Théo qui a dit un mot drôle. Elle l'écoute à moitié. Une fois Lina couchée, elle s'assoit à la table, sort une feuille, fait des colonnes.
loyer, charges, nourriture, temps de travail, tarifs proposés en auto-entrepreneur. Ce n'est pas une équation, c'est un piège. Son téléphone vibre. Un message de Julien. Tout va bien? On ne t'a pas vu au portail aujourd'hui. Elle regarde l'écran longtemps. Elle pourrait lui répondre ce qu'il veut entendre. Oui, juste fatigué. Ou lui cracher sa colère. Non, ça ne va pas, et c'est un peu de ta faute. Elle tape finalement. Je ne sais pas si je dois t'en parler. Tu es des deux côtés du mur en même temps. Il met quelques minutes à répondre. Si tu ne me parles pas, je ne peux pas voir vraiment ce que je fais d'en haut. Elle hésite encore, puis finit par tout lui dire. Les rumeurs, la réunion, les contrats flexibles. Julien lit le message, assis sur son canapé. Théo endormi dans la chambre d'à côté. Il sent la honte monter, parce qu'il sait. Il a vu les slides. Il a même, quelque part, contribué à les valider, malgré ses tentatives de frein. Quand il écrit « Je suis désolé », Maëlys répond « Ne me dis pas juste que tu es désolé, Julien. Je n'ai plus 10 à 8 ans. J'ai besoin de savoir si tu vas faire quelque chose. » Ça le transperce. Elle n'est pas en train de lui parler comme à un PDG. Elle lui parle comme à un homme qui a un choix à faire. Les jours qui suivent sont tendus entre eux. Ils continuent de se croiser à l'école. Les enfants jouent. Eux, parfois, s'échangent juste un signe de tête. Un soir, alors qu'il essaie d'entamer la conversation, elle lâche, épuisée. Tu sais, c'est facile de dire que tu comprends. Tu rentres dans un bel appartement, tu as un salaire qui tombe tous les mois. Moi, si je perds ça, je n'ai rien. Il garde le silence. Il sait que se défendre ne sert à rien. Le même soir, devant son miroir, Maëlys se déteste un peu pour cette phrase. Elle sait bien que le monde n'est pas juste eux contre nous. Elle voit bien que Julien fait des efforts, qu'il n'est pas comme les patrons anonymes dont elle entend parler. Mais la peur parle plus fort que la nuance. Elle se surprend à pleurer dans la douche, là où Lina ne peut pas la voir. Elle ne veut pas dépendre d'un homme, d'un patron, d'un système. Pas après ce qu'elle a vécu avec le père de Lina, qui promettait monts et merveilles et les a laissés avec des factures impayées. Alors elle se durcit, même avec celui qui, bizarrement, lui donnait une impression de sécurité. Julien, de son côté, va au conseil d'administration avec la rage au ventre. Il parle plus fort, argumente, propose un plan alternatif, transition plus lente, création de postes de coordinateurs de tournée mieux payés, fonds de soutien à la reconversion des livreurs vers des métiers internes à Nextworld, accord avec les sous-traitants pour garantir un revenu minimum. On le regarde comme un gentil idéaliste qui a passé trop de temps au contact du terrain. On ne peut pas tout faire, dit le président. Alors on fait quoi? On fait semblant de ne rien voir, rétorque Julien. On fait ce qu'on peut, tranche la directrice financière. Les décisions qui sortent de cette réunion sont un compromis bancal. Assez pour calmer la conscience de certains. Pas assez pour réellement sécuriser les vies de gens comme Maëlys. Julien sort de là, épuisé. Il a l'impression de se battre contre un mur. Ce soir-là, il ne répond pas au message de Maëlys. Il ne sait pas quoi dire. Il a essayé. Il a perdu une partie. Et il a du mal à regarder en face celle qui va en subir les conséquences. Ce qui les rapproche à nouveau n'a rien à voir, au départ, avec la logistique, les plans sociaux, les robots. C'est une fièvre. Un jeudi soir, Lina se plaint de frissons. Maëlys pose la main sur son front. Chaud, trop chaud. Thermomètre. 39,5. C'est rien, maman, murmure Lina, les joues rouges. Je peux quand même aller à l'école demain. On verra demain, répond Maëlys, mécaniquement. Le lendemain, la fièvre monte encore. Elle appelle le médecin traitant. Pas de place avant lundi. Si ça monte encore,
Allez aux urgences pédiatriques, conseille le secrétariat. Maëlys regarde le planning sur son téléphone. Une journée de tournée chargée, une note en rouge. Contrôle de performance prévu par Speedbox. Elle sait que si elle ne vient pas, ça fera une croix de plus sur son dossier. Elle rappelle son responsable. « Ma fille est malade. Je dois l'emmener chez le médecin. Tu peux pas demander à quelqu'un d'autre ? Je suis seule, répond-elle. Un silence. Bon, on va s'arranger, mais ça tombe mal, grogne-t-il. Elle raccroche, les mains tremblantes. Elle a l'impression de jouer son poste à chaque fois qu'elle choisit sa fille. À midi, la fièvre monte encore. Lina est apathique, se plaint de la nuque. Là, il n'y a plus de débat. Elle l'habille, fonce à l'hôpital. Dans la salle d'attente bondée des urgences pédiatriques, le temps se dilate. Lina somnole sur ses genoux. Maëlys envoie un message à la maîtresse, à Madame Kader. Puis, sans trop savoir pourquoi, à Julien. Je suis aux urgences avec Lina. Elle a beaucoup de fièvre. J'avais besoin de le dire à quelqu'un. Il est en réunion quand le message arrive. Il le lit, se lève, sort, sans justification. On n'a pas fini, proteste quelqu'un. Moi si, répond Julien. Il n'a plus envie d'être l'homme qui n'arrive jamais à partir quand il le faut. À l'hôpital, il la trouve dans un couloir, Lina contre elle, l'air perdu. Sans réfléchir, il pose une main sur son épaule. Je suis là. Elle lève les yeux, surprise, puis soulagée. Elle est trop fatiguée pour maintenir sa fierté ce soir. Ils disent qu'ils vont faire des examens, murmure-t-elle. Une prise de sang peut être une ponction. J'ai peur. Il s'assoit à côté d'elle. Je reste, dit-il simplement. Les heures qui suivent sont une succession d'attentes, d'infirmières, d'examens. Finalement, le verdict tombe. Forte infection virale, mais pas de méningite. Surveillance, traitement, repos. Quand le médecin part, Maëlys s'effondre à moitié, l'adrénaline retombant d'un coup. « Tu peux rentrer, » dit-elle à Julien. « Tu as des réunions, des avions à prendre, des trucs de PDG. Là, maintenant, mon truc de PDG, c'est d'aller chercher Théo chez un copain et de l'emmener chez moi. Après, je reviens, dit-il. Ce n'est pas nécessaire, murmure-t-elle. Pour moi, si, répond-il. Il revient plus tard avec un sac, une bouteille d'eau, des biscuits, un chargeur de téléphone. Il parle peu. Il reste là. Parfois, c'est suffisant. À un moment, dans la nuit, Maëlys murmure. « Je t'en ai voulu. Beaucoup. Je sais, répond-il. Je t'en veux encore un peu, parfois. Je comprends. » Elle tourne la tête vers lui. « Mais ce soir, je suis juste, contente que tu sois là, d'accord ? On verra demain pour le reste. » Il esquisse un sourire. Marché conclu. Les jours suivants, Lina va mieux. La peur s'éloigne. Quelque chose s'est pourtant déplacé entre Maëlys et Julien. Leur lien n'est plus seulement celui d'un client et d'une livreuse, ni d'un PDG et d'une mère en colère. C'est celui de deux parents qui ont eu peur, ensemble. Julien, de son côté, prend une décision qu'il n'a jamais prise à ce niveau. Il demande officiellement au conseil d'administration de revoir le plan Horizon 2028. Pas de petites modifications. Un vrai tournant. On ne peut pas se vanter d'être une entreprise durable si on casse des gens, dit-il en séance. Ce n'est pas notre rôle de gérer le social, répète la directrice financière. Alors on utilise le mot durable uniquement pour parler d'arbres et de CO2, rétorque-t-il. Moi, je veux qu'on parle aussi de durabilité humaine. Il présente un dossier préparé avec Sophia, avec des chiffres, des témoignages, des études, montrant que les entreprises qui investissent dans leur capital humain résistent mieux sur le long terme. Ce n'est pas gagné. C'est même très tendu. Mais, à la surprise générale,
Un investisseur important jusqu'ici discret prend la parole. « Je suis peu, être vieux jeu, dit-il. Mais je pense que ce garçon a raison. On a construit ce groupe sur des hommes et des femmes, pas sur des robots. Si on perd ça, on perdra aussi nos clients. Le vote est serré. Le plan est modifié. La réduction des livreurs est moins brutale, étalée sur beaucoup plus longtemps. Un grand programme de formation est lancé, financé en partie par Nextworld directement. Les contrats avec des sous-traitants comme Speedbox sont renégociés. Clauses sociales plus strictes, minima garantis. Ce n'est pas la révolution. Mais ce n'est plus le rouleau compresseur. Julien sort de la séance sonnée. Il envoie un message à Maëlys. Ce n'est pas parfait, mais ce n'est plus aussi violent. On a obtenu des protections, des formations, du temps. Je voulais que tu le saches. Elle lit, assise sur le canapé, Lina endormie contre elle. Des détails concrets arrivent ensuite. Proposition de formation interne pour devenir coordinatrice. Horaire plus stable. Meilleure rémunération. Quelques semaines plus tard, le responsable du dépôt l'appelle. « On m'a demandé de te proposer ça, dit-il. Un poste de coordinatrice détourné. Moins de route, plus d'organisation. C'est payé un peu mieux. Tu en penses quoi ?» Maëlys reste bouche bée. « Pourquoi moi ?»« Parce que tu connais le terrain, répond-il. Et parce que tu as la réputation de dire quand ça ne va pas. Apparemment, là-haut, ils ont décidé que c'était précieux. Elle devine qui est là-haut. Le soir, elle se pose longtemps face à la fenêtre, après avoir couché Lina. Elle a peur d'accepter, peur d'être redevable, peur de se dire que, peut-être, elle a besoin de quelqu'un. Mais elle pense aussi à ses genoux, à son dos, à la fatigue qui s'accumule, au devoir de Lina qu'elle veut pouvoir aider sans s'endormir sur le cahier. Elle finit par envoyer un message à Julien. « On m'a proposé un poste de coordinatrice. Je ne sais pas si je dois te dire merci ou te traiter d'ingérence. » La réponse arrive vite. « Tu ne me dois rien. Tu as juste semé des graines dans ma tête. J'ai choisi de les écouter. Si tu acceptes ce poste, c'est pour toi. Et pour Lina. » Elle sourit malgré elle. « Je crois que je vais dire oui. Mais, je te préviens, si je vois des tournées impossibles, je monterai te gueuler dessus à la tour. »« Je compte sur toi, » répond-il. Le temps passe. Doucement, mais avec des traces. Maëlys devient coordinatrice. Elle passe ses journées à organiser les tournées, à discuter avec les livreurs, à servir de pont entre des logiciels qui ne voient que des kilomètres et des humains qui ont des limites. Elle est douée, parce qu'elle sait de quoi elle parle, parce qu'elle n'a pas oublié ce que c'est que d'avoir mal aux mains en portant un colis trop lourd. Julien continue de se battre pour des arbitrages plus humains. Il perd, parfois. Il gagne, parfois. Mais il ne se cache plus derrière les excuses faciles. Entre eux, la relation se tisse. Pas d'un coup, pas sur une musique de film, plutôt par petites touches. Un café pris debout devant l'école, un dîner improvisé, un soir où les enfants réclament des crêpes, une discussion sur un trottoir quand l'un d'eux a eu une journée pourrie. Un soir, alors qu'il range la cuisine après un repas à 4, Julien se tourne vers elle. « Tu t'en sors ?» demande-t-il. « C'est bizarre d'être moins dans la camionnette, » avoue-t-elle. Mon corps ne sait plus quoi faire quand il n'est pas en train de courir. Mais je vois plus Lina. Je peux l'aider à faire ses devoirs, la déposer à la danse. C'est nouveau. Tu le mérites, dit-il simplement. Elle le regarde. Tu sais que j'ai longtemps attendu qu'un homme me dise ça, murmure-t-elle. Et quand c'est moi qui te le dis, ça te fait quoi? Elle hésite. Peur, avoue-t-elle. Parce que si je te crois, il faut que je commence à croire que je mérite mieux que survivre. Et ça, c'est vertigineux. Il s'approche, sans la toucher. On peut avoir peur ensemble, propose-t-il. Et si on se rate? Demande-t-elle.
On se parlera, répond-il. On n'est plus des gamins. On a des enfants qui nous regardent. On n'a pas le droit de disparaître du jour au lendemain. Elle le fixe. Ce qu'elle voit dans ses yeux, ce n'est pas une promesse de conte de fées. C'est un engagement imparfait, mais sincère. Elle s'avance, pose sa tête contre son épaule. C'est tout. Pas de feu d'artifice. Juste deux adultes qui acceptent enfin de se reposer un peu l'un sur l'autre. Dans le salon, Lina et Théo rient devant un dessin animé. Lina chuchote. « Tu crois qu'ils vont se marier, nos parents ?» Théo réfléchit. « Je ne sais pas, mais je crois qu'ils sont moins tristes quand ils sont ensemble. »« C'est déjà bien, » répond Lina. Des mois plus tard, dans un entrepôt de Next World en périphérie de Lyon, une grande pancarte est accrochée au-dessus d'une salle de réunion. Journée des livreurs et coordinatrices, on construit ensemble. Julien ouvre la séance. « On veut vous écouter », dit-il à la trentaine de personnes devant lui. « Pas juste aujourd'hui, mais aujourd'hui, on commence. » Maëlys, à ses côtés, prend ensuite la parole. Elle raconte le quotidien, les efforts, les petites victoires, les zones où ça coince encore. Elle ne mâche pas ses mots. Il l'a invitée pour ça. À la fin, les livreurs viennent lui parler, lui serrer la main. Un d'eux lance « On n'avait jamais vu la direction nous regarder comme ça. » Comme si on comptait. Julien, en les écoutant, pense à la première fois où il a vu Maëlys, debout avec son colis, à la tour. Il se dit qu'il aurait pu continuer à vivre dans ce monde-là, sans jamais descendre de son étage. Il regarde sa main, dans laquelle, ce soir, Maëlys glissera la sienne en quittant le dépôt. Ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Ils savent juste qu'ils ont choisi de ne plus laisser leurs mondes évoluer côte à côte en s'ignorant. Elle, qui livrait des colis sans jamais voir ceux qui décidaient des règles du jeu. Lui, qui dirigeait une multinationale en oubliant parfois les visages derrière les chiffres. Ils ont accepté de se rencontrer vraiment, de se laisser remettre en question, de se transformer. Et, quelque part entre une camionnette blanche, une salle de conseil et un banc d'hôpital, ils ont trouvé quelque chose qui ressemble à une famille recomposée. Pas parfaite, pas sans fatigue, mais faite de présence, de respect et de cette promesse silencieuse qu'ils se répètent parfois du regard. Cette fois, on reste, même quand c'est compliqué. Surtout quand c'est compliqué.